Qu'on le mette au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour plus d'une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 17e de la saison ce soir. 17, comme le nombre de jours que va passer Douye Tchaletatsar à Marignane en janvier dans l'attente de transfert à Newcastle, à Wolverhampton, au Burnley, peu importe. Force à lui. Comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui, pour la nouvelle année, a pris la résolution de ne plus aller faire couler son café au lait 2 minutes seulement avant l'émission. Bonsoir Idriss. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Et tu vois, j'étais tellement occupé Tu l'as pas fait. dans notre pré-émission que je l'ai pas fait du tout. Ouais, Mais je vais m'éclipser là, tu vas présenter Merwan, je vais me partir. Pour dévoiler les coulisses, t'as rien préparé. Hein. Voilà. Ah oui, là je suis en train de faire l'émission là. Donc là, toutes les images que vous allez voir pendant le live, c'est des images que j'aurais pris 10 minutes avant leur diffusion. En professionnel. Je suis très occupé. Avec nous également celui qui, pour la nouvelle année, a pris la résolution de desserrer sa cravate et mettre de côté son petit Robert, édition 1954, pendant les émissions. Bonsoir Ama. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Je ne comprends pas cette attaque, mais vas-y, tu sais quoi. C'est la nouvelle année, je suis de bonne humeur. Et enfin, toujours avec nous, celui qui, pour la nouvelle année, a pris la résolution de ne plus se moquer du physique ou de l'accoutrement des membres de cette émission, avec quand même une exception pour ceux qui portent des chemises en jean et en manches courtes. Bonsoir Merwan. Merwan, il a coupé son micro. Il a été occupé pardon, c'est vrai que c'est mieux avec le micro activé. J'étais occupé à écrire des blagues sur Amaïs, donc veuillez m'excuser. Mais ouais, non, c'est même pas une résolution. C'est va falloir avoir un peu de miséricorde pour Amaïs que j'aime énormément charrier parce que c'est mon ami, je l'aime beaucoup. Merci Merwan, mais vous n'avez pas de goût vestimentaire tous. Toujours pour dévoiler les coulisses. Pour dévoiler les coulisses, tu as fait une attaque Merwan il n'y a pas plus tard que 2 minutes. Hein, je lui ai demandé comment il était habillé parce que c'est un fervent patriote des chemises manches courtes, donc moi ça m'intéresse. Là j'ai le maillot domicile de la JS Kabylie, voilà, donc si vous voulez tout savoir. C'était mieux la chemise même limite. Ah ouais, c'est pas faux. Les amis, ce soir on rouvre une série qui nous a accompagnés lors de la première saison de Passe ton ballon l'an dernier. Souvenez-vous, on avait évoqué les différentes rivalités que l'OM entretenait avec des clubs de Ligue 1. On avait dédié 3 épisodes à cette thématique puisqu'on avait reçu Damien Dole pour la rivalité OM-PSG. On avait eu également Sofiane de Winamax pour la rivalité avec Lyon et Paul Rivolier pour celle avec Saint-Etienne. Et bien ce soir, on relance cette série avec une autre rivalité historique, celle entre l'OM et les Girondins de Bordeaux. Et oui, on n'avait pas faite encore celle-ci. Et pour en parler, on a la chance et le plaisir de recevoir Scipionista, aka Adrien Mathieu. Salut Adrien. Salut les amis, merci beaucoup pour l'invitation. Un grand plaisir d'être avec vous ce soir pour parler de cette rivalité légendaire du championnat de France. Ben, écoute, merci à toi surtout Adrien d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Alors pour te présenter rapidement, tu es journaliste pour le magazine Le Point, tu es le fondateur d'un podcast qu'on apprécie énormément ici d'ailleurs, puisque tu es le papa du Formation Football Club, un podcast qui traite de l'actu des jeunes joueurs, des centres de formation, qu'on vous recommande énormément, vu qu'on apprécie beaucoup ce travail-là que tu fais. Moi j'apprécie le moyen, moi. Parce qu'il nous a volé Azir. Oui, il nous a volé Azir, oui. C'est vrai, Azir était chez nous. C'est un prêt sans option d'achat, Azir. Parce que c'est comme ça. Le contenu des émissions est très bien. J'y vais de mon tweet à chaque fois, mais le vol d'Azir, non. On va porter ça devant les tribunaux parce que je pense qu'il y a eu des mallettes qui ont. On te retrouve aussi sur la chaîne Twitch Kickoff, côté notamment d'un autre ami à nous, Max Vandrel, qu'on a déjà reçu ici d'ailleurs et qu'on salue. Évidemment, on peut te suivre également sur ton compte Twitter, @Scipionista, où tu postes très souvent. Mais ce soir, tu es avec nous car aussi, surtout, tu vis la douloureuse expérience depuis plusieurs années d'être supporter des Girondins de Bordeaux. Et oui, Adrien, désolé, mais comment tu le vis au quotidien? Est-ce que c'est pas trop difficile? On apprend à relativiser. Je pense que c'est le terme. C'est-à-dire que ça fait plus d'une décennie, on va dire, un peu maudite des Girondins, depuis le fameux titre de 2009 et la belle campagne de Ligue des Champions. Et j'en suis à un point où, tu sais, quand on était vraiment très exigeant, ou quand on râlait à l'époque de Francis Gillot, quand on terminait 6e, 7e, quand on disait que sous Gustavo Poyet, c'était pas ça, la première année de Gourvenec et tout. Mais en fait, j'étais loin d'imaginer que le pire était à venir, parce que là, c'est vraiment, on est vraiment encore plus dans le creux de la vague. Donc voilà, mais je pense qu'on prend ça avec le sourire. Et de toute façon, on se dit que voilà, les Girondins, ils ne pourront que revenir vu
d'où est-ce qu'on part. Donc voilà, j'essaie toujours d'être un peu optimiste, même si c'est pas évident sur cette année 2021 parce que voilà, il y a beaucoup d'épisodes de soubresauts, de péripéties, mais l'essentiel c'est que le club soit en Ligue 1 encore quand même. On va parler un petit peu justement, avant d'évoquer la rivalité entre les deux clubs, on va parler de la situation actuelle à Bordeaux, donc bon, ce qui se passe en ce moment avec le nombreux cas de Covid, mais aussi sur ce qui s'est passé ces derniers mois, comme tu l'as dit, le rachat du club et tout ce qui s'est passé derrière. Donc mais vous l'aurez compris, on va évoquer cette rivalité parce qu'il y a le match, enfin s'il a lieu, il y a le match qui se profile vendredi entre Bordeaux et l'OM, s'il a lieu évidemment, puisque le report a été demandé. Et puis comme pour les épisodes précédents sur les rivalités, on va revenir sur l'historique de l'antagonisme entre Marseillais et Bordelais, sur les antécédents entre les clubs, sur nos souvenirs aussi. On parlera de notre vécu de supporter. Comment a-t-on vécu chacun cette rivalité et est-ce qu'il y a des matchs qui nous ont marqués, des joueurs qui nous ont marqués? Bref, beaucoup de choses à dire ce soir. Donc sans plus tarder, Passe ton ballon, saison 2, épisode 17. C'est parti, Idriss, jingle. On va commencer avec la situation à Bordeaux, les gars, avant d'évoquer la rivalité. L'info est tombée d'ailleurs il y a quelques minutes. Donc les Girondins qui ont demandé le report du match. 17 joueurs indisponibles, 17 cas encore positifs au Covid. Ça risque d'être très compliqué pour le maintien du match, même s'il y a eu un nouveau protocole là, sorti par la LFP. Adrien, qu'est-ce que tu peux nous dire là sur ce qui se passe à Bordeaux? Il y a un gros cluster là actuellement. Il y a déjà l'équipe qui était décimée pour le match de Coupe de France face à Brest. Je pense que ça va être un petit peu compliqué, non, pour le match vendredi? Ouais, franchement, moi, ça m'étonnerait qu'il se joue parce que déjà, ce serait un peu irrationnel, ce serait un gros manque d'équité sportive. Mais c'est vrai que déjà contre Brest, voilà, on avait en gros 6 attaquants, un défenseur Pembélé et un gardien Rouillard, qui est le troisième dans la hiérarchie, qui était disponible. Moi, déjà, ça me dérangeait un petit peu que ce match se soit joué sans que ça alerte grand monde, et j'en veux pas à Brest d'avoir voulu insister, c'est plus la fédération, le calendrier qui est surchargé, parce que moi la Coupe de France, je me disais faire un petit parcours, pourquoi pas un peu sortir les joueurs de ce quotidien-là, et finalement on se fait éliminer de cette manière-là, ça reste un petit peu en travers de la gorge dans les conditions, mais c'est vrai que pour revenir au match de Marseille, là voilà, on en est à un point où voilà, il y a très peu de joueurs vraiment pro disponibles, ça permet aussi aux U19 à certains jeunes de la réserve de monter, de pouvoir plus se faire connaître à Brest, ça c'est vraiment un avantage pour eux. Par contre, je pense que certains on les reverra d'ici quelques mois, voire années. Mais c'est vrai que, par exemple, tu vois, il y a des joueurs qui sont à l'isolement, ils vont reprendre l'entraînement cette semaine. Il y en a certains qui vont reprendre l'entraînement collectif jeudi à vendredi. Alors certes, voilà, c'est des joueurs pros, ils ont eu une préparation et tout, mais ça fait, pour certains, ça fera presque 2 semaines, voire 3 semaines sans effort, sans match. Du coup, tu vois, la préparation... Tu sais qui va revenir précisément dans la semaine, là ? Tu sais qui va revenir précisément dans la semaine là? Tu as dit qu'il y avait Pembélé, le deuxième gardien, c'est ça qui était dispo là au moment où on se parle. Pembélé, et dans la semaine, il y a qui revient? En gros, parmi les dispo encore aujourd'hui, on sait qu'il y a Wang, il y a Ellis, il y a Briand, il y a comment il s'appelle, il y a Maja, il y a Pembélé, il y a Rouillard. Parmi ceux qui devraient pas tarder à revenir, je pense qu'il y a Oudin, qui avait été l'un des premiers cas touchés au sein de l'équipe. Ensuite, à mon avis, on va avoir Gregersen, le défenseur norvégien. Mais voilà, c'est vraiment au compte-gouttes. Et au final, tu vois, si Bordeaux vraiment aujourd'hui devait jouer contre Marseille, l'équipe elle serait pas du tout compétitive. Je pense qu'on aurait allé 7-8 joueurs pro et 3 réservistes et pas mal de 19 sur le banc. Tu vois, l'équipe elle serait pas du tout elle serait pas compétitive pour moi. D'ailleurs, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais même en tant que supporter de l'OM, certains diront oui, mais il faut absolument jouer parce qu'il faut profiter du fait que Bordeaux soit réduit, etc., soit diminué. Je ne suis pas forcément d'accord. Je trouve que ce serait. Non, il faut être sérieux. J'ai pas envie de jouer ce match. Franchement, ça n'a aucun intérêt de jouer ce match. Faut être sérieux. Il n'y a absolument aucune équité sportive. Après, Adrien, il pense que ce match va être reporté. Mais au contraire, moi je pense que si ça reste en l'état et que vraiment on ne franchit pas le cap, parce qu'aujourd'hui on a un cas positif frais, il me semble, selon la nouvelle réglementation de la LFP, je pense que ce match se jouera. Si effectivement on ne franchit pas cette limite, parce que la LFP, un peu aussi incompétente qu'elle soit, je ne pense pas qu'elle va entre guillemets avoir cet esprit entre guillemets de solidarité envers les Girondins. Le règlement, c'est le règlement, parce que eux, je pense qu'ils cherchent simplement à pas se mettre dans la merde par rapport au calendrier. Donc si ce cas-là n'est pas franchi, personnellement j'ai de gros doutes sur le report. Ouais, la seule difficulté, comme tu dis, ça peut être que ça va être difficile de caser le match dans le calendrier de l'OM, sachant qu'il y en a déjà un à caser contre Lyon là. Donc est-ce que après la Ligue va prendre ça en compte, je sais pas, mais
à voir. Donc, Moi, je pense vraiment qu'ils vont pas se casser la tête, hein, sincèrement. Et, ça serait voilà, dommage. Franchement, pour l'équité ouais. sportive, ce serait dommage. Quoi. Non, Après, et puis moi, même pour terminer l'invincibilité aussi, la terminer face à une équipe B ou C, ça mettrait la haine, mon perso. Mais... Il y a Alan qui nous dit dans le chat, d'ailleurs on salue tout le monde, hein, Alan qui nous dit malgré ça on ne va pas réussir à gagner là-bas. Ah mais ça c'est sûr, oui. C'est franchement l'histoire pour l'ADN de cette rivalité, de cette histoire de série d'invincibilité, ce serait fou. Mais voilà, tu vois, c'est arrivé dans un sens pour Marseille avec les Minots quand ils s'étaient déplacés au parc. Donc là, ce sera encore plus un gros exploit. Mais c'est vrai, tu as raison par rapport au règlement. Aujourd'hui, normalement, le match peut se jouer. Donc je sais que Angers a demandé un peu plus en avance par rapport aux Girondins. Ils ont peut-être mieux fait. Mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, ça paraîtrait totalement surréaliste. D'un point de vue vraiment sportif, dans l'esprit, après, si on est vraiment des personnes attachées au règlement, oui. Mais dans l'esprit, vous-même, en tant que Marseillais, vous ne ressentirez pas la même saveur si vous venez taper Bordeaux avec une équipe diminuée à 80%. Ah, clairement. D'ailleurs, vas-y, Merwan, vas-y. Après, moi, sincèrement, hein, moi, Bordeaux, ils m'ont tellement écœuré avec ce FC, un match par an. Les mecs, ils célèbrent communion et tout pour des vieux 0-0. Ne lance pas les hostilités, on va en parler. Non, si c'est moi qui devais trancher, évidemment, je porte le match. Mais la vérité, moi, je le prends. Hein, briser la série d'invincibilité avec sans effectif professionnel, moi, je le prends. Ils m'ont trop dégoûté. Non, c'est mon truc. Ouais. Mais en même temps, d'un côté, ça va créer mais d'un autre, est-ce qu'on peut vraiment faire la fine bouche quand on n'a pas gagné depuis 45 ans là-bas? Franchement. Bah oui, on est Marseillais. écoles, la fine bouche, même si on n'est pas en position de le faire, c'est notre ADN. Ça. Non, on espère que ça sera reporté au moins pour l'équité sportive. Pour l'équité sportive, ce serait plus juste. Tiens, Adrien, on parlait dans l'introduction du rachat qui est intervenu au club avec l'arrivée de Gérard Lopez. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment tu as vécu ça en tant que supporter? Alors, je sais que le personnage de Gérard Lopez, il est assez controversé. Il s'est passé d'ailleurs pas mal de soubresauts au club, tu l'as dit. Comment toi, tu as vécu ça, son arrivée, ce qui s'est passé autour du club ces derniers mois? Écoute, moi pour Gérard Lopez, je retiens d'abord le fait qu'il fallait absolument quelqu'un pour sauver le club, parce que si on parle vraiment d'aspect financier, Bordeaux risquait quelque chose un peu comme Strasbourg, comme Bastia, de repartir en 5e division, et je pense que c'était quelque chose de concret. Après, par rapport à ces deux clubs-là, Bordeaux a l'avantage d'avoir peut-être un aspect un peu plus historique, un club d'une plus grosse envergure qui compte quand même en Ligue 1, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de dossiers de reprise. Il y a eu celui de Didier Quillot, celui de Pascal Rigaud, et c'est vrai que Gérard Lopez s'est un peu détaché. Voilà, moi je suis pas du tout dans une espèce de naïveté par rapport à lui, parce qu'on sait ce qui s'est passé du côté du LOSC, de Moucron, même en Formule 1. Voilà, c'est un personnage, c'est un très bon communicant, il a déjà montré. Maintenant, on sait que son système, on va dire la machine Lopez, elle est très particulière sur la manière de financer les clubs, le modèle de business, hein, vraiment récupérer des joueurs, des prospects et les revendre avec une plus-value. Au LOSC, entre Nicolas Pepe et Osimhen, ça a fait mouche. Maintenant, à Bordeaux, ça part de plus loin pour moi que LOSC. Je pense qu'il a sa première mesure, celle de rétablir l'ancien logo. Ça pouvait peut-être paraître de la démagogie un peu d'un point de vue extérieur, mais je pense que c'était très important à Bordeaux pour vraiment ramener de la paix entre la direction et les supporters, notamment les ultramarines, parce qu'il y avait une vraie fracture. C'est tout simplement la plus grosse division de l'histoire entre des supporters bordelais et leurs dirigeants. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de discours, il n'y avait plus de communication entre les deux parties, et c'était parti en plus d'une histoire de billetterie où ils ont arrêté de vendre des places dans le virage sud, là où sont basés les ultramarines, donc c'est parti assez loin quand même. Et Gérard Lopez, avec cette histoire de logo, déjà, tu vois, on peut pas dire qu'il ait mis les supporters dans sa poche, mais je pense qu'il a fait la bonne chose pour ramener un peu de la paix, de la stabilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, en tribune, tu sens que vraiment, il y a un côté un peu apaisé, je trouve, pour être revenu au stade. Je sens qu'au niveau de l'ambiance, on est revenu à quelque chose de plus sain. Maintenant, voilà, le gros bémol, c'est l'aspect sportif, c'est qu'aujourd'hui, les Girondins sont encore en danger. Ils vont lutter pour le maintien jusqu'au bout. C'est dommage parce qu'il y avait des bonnes idées, je pense, dans le recrutement qui a été fait. Il y a des bonnes pioches comme Onana et Ellis, mais cet effectif part de très loin quand même. Et comme on est dans un football où, tu vois, on est un peu dans la micro-analyse, il faut tout le temps juger sur l'instant T. Ces Girondins, ils n'ont pas le temps, tu vois, pour avoir du retard, pour mettre en place ce projet. J'ai un peu de doute sur le choix du sélectionneur, enfin du coach, du coup, l'ancien sélectionneur de la Suisse, Petkovic, qui a été fait. Je pensais qu'il
qu'il pouvait apporter cette forme de rigueur, de progression mentale. On l'a vu, notamment le match au Vélodrome, où Bordeaux est revenu de 0-2 à 2-2. Mais depuis, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, moi je m'étais dit, il faut juger au bout de la première partie de saison. Mais au bout d'une partie de saison, de ce première partie de mandat de Gérard Lopez, je reste sceptique, mais je sais que ce projet va mettre beaucoup de temps à se lancer s'il y arrive. Mais est-ce que justement, parce que Petkovic, moi j'étais assez sceptique parce que déjà, certes, il élimine la France. Moi j'ai l'impression que c'est un peu plus la France qui s'élimine que la Suisse qui gagne véritablement le match. Est-ce que justement, moi je trouve que son bilan est assez mitigé à la tête de la Suisse dans le sens où il a la meilleure génération que la Suisse ait eue depuis qu'elle joue au foot, tout simplement. Et il n'en a pas fait grand-chose. Ça a toujours été des chocs monumentaux dans les compétitions internationales. Et finalement, tu le ramènes à Bordeaux. Alors certes, il n'a pas un effectif absolument incroyable, il n'a pas non plus un effectif de relégable, mais finalement, quand tu le vois sur le terrain, c'est je crois que la pire défense de Ligue 1, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Pas grand-chose qui s'en dégage, tu as 2-3 individualités évidemment, parce qu'il y a quand même des individualités qui sont quand même intéressantes à Bordeaux, mais sincèrement, quand je vois même son body language, comme disent les mentalistes, c'est pas non plus hyper convaincant. Est-ce que toi, vraiment, tu penses que cet entraîneur-là, il a un avenir à Bordeaux ? C'est compliqué, tu l'as dit par rapport à la Suisse, même par rapport à son rôle de sélectionneur. Il passe de 8 ans sur le banc de la Suisse à revenir au quotidien d'un club. Et comme le football a énormément changé, je pense, dans la gestion des clubs, dans l'approche, dans les staffs, dans le quotidien, je pense pas qu'il... Bordeaux, c'est quand même un bourbier aujourd'hui d'y arriver. Il faut vraiment avoir les nerfs solides, il faut vraiment être sûr de ce qu'on veut. Et pas mal de bons entraîneurs, parce que je pense que, par exemple, un Gustavo Poyet aurait pu durer. Paulo Sousa aussi avait des idées. Pas mal de bons entraîneurs se sont cassés les dents récemment à Bordeaux. Donc, c'est sûr que la mission était compliquée. Maintenant, moi, je te rejoins sur l'avis par rapport à peut-être son bilan un peu surexagéré par rapport à la Suisse et notamment ce fameux 8e de finale. Mais en fait, ce qui m'étonne, c'est que ce que je voyais d'intéressant avec la Suisse, notamment la défense à 3, l'animation des pistons et tout, qui peut être mise en place, je pense, avec cet effectif des Girondins. On l'a tenté et finalement, ça n'a jamais trop bien marché. Et même quand on est sur une défense à 4, l'animation défensive, elle est un peu catastrophique. Donc, tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle pour la défense. Si c'était peut-être tenter d'empiler encore des défenseurs, tenter de trouver la perle rare, le mec, le patron. Mais c'est sûr que le bilan de Petkovic, pour l'instant, il est inquiétant parce que, 3 victoires en Ligue 1, 43 buts encaissés. Excusez-moi les gars, est-ce que je peux vous couper ? Breaking news, l'OM recevra Montpellier le 30 janvier pour le 8e de finale de la Coupe de France. Il y avait plus tendre qu'on pouvait avoir ou c'est un des pires ? Ouais, il y avait encore des... Ah oui, il restait de la Ligue 2, il restait 5 équipes de Ligue 2, 4 équipes de Ligue 2, il restait 2 équipes de N2. Et tu récupères un gros Ligue 1. C'est au Vélodrome, à domicile ? Ouais, au Vélodrome. C'est pas trop mal. 5000 personnes, quoi. Ouais, voilà. Adrien, si je peux te relancer, tu parles des buts encaissés, mais vous marquez quand même beaucoup de buts. Est-ce qu'il y a pas quand même une forme de spectacle ? C'est un peu plus intéressant que les dernières années, mine de rien. Franchement, les matchs, tu sais que tu vas pas t'ennuyer. Quand tu regardes Bordeaux, c'est sûr que les Girondins ont marqué plus que l'OM, que Monaco, que Nice, que Lyon sur cette première partie de saison. C'est que y a quand même beaucoup d'attaquants. Et je me dis, c'est ça qui est un peu positif peut-être pour espérer pour le maintien, c'est qu'il y a quand même de la qualité des joueurs qui pourront faire la différence à un moment, ce que n'a peut-être pas encore Saint-Etienne parce qu'ils vont recruter, ce que n'a pas Metz, ce que n'a pas Lorient, parce qu'avec des garçons comme Adli, Wang et Ellis, normalement, tu peux voyager serein, quoi. Mais c'est pour ça que c'est frustrant, c'est que offensivement et même individuellement, on voit des bonnes choses, mais défensivement, c'est tellement inquiétant, et que ce soit en fait les joueurs individuellement ou même l'animation défensive, que voilà, moi je pense que Bordeaux va lutter pour le maintien jusqu'au bout, justement à cause de cette défense. Et justement, en défense, tu penses que c'est un problème vraiment d'animation, ou c'est juste qu'en fait, tu as des mecs derrière qui sont pas forcément au niveau, intrinsèquement ? Je pense qu'il y a certains joueurs comme Mangas qui a été pris au Portugal, qui n'est pas encore tout à fait là au niveau. C'est dur, lui. Hein. C'est dur. Il a bien commencé, mais là, depuis 3 mois, c'est J'ai l'impression qu'il a des fulgurances. Après, il va te lâcher un centre, déposer, après, il va faire des trucs complètement what the fuck. C'est un peu ça, c'est qu'il peut toujours faire un peu une dinguerie derrière et tu peux pas vraiment rattraper ça. Je pense que Koscielny est trop souvent absent. Je pense que l'idée, tu vois, de prendre un Koscielny en Ligue 1 et d'en faire un peu ton Hilton, ton Dante, ton Font au LOSC, ça peut avoir du sens, mais malheureusement, c'est Koscielny qui a souvent eu des blessures au cours de sa carrière, qui est trop souvent absent, tu vois, pour vraiment avoir la continuité du patron, être là, dégager de l'assurance. Et
forcément, aujourd'hui, tu vois, il y a pas de patron qui se dégage dans cette défense. Et même, je te dis vraiment au niveau de l'animation défensive, cette équipe, elle est trop perméable, ça coulisse mal. Enfin, il y a des trucs, tu vois, quand on arrive à 43 buts encaissés, pourtant, Saint-Etienne a mangé je ne sais combien de énorme. 4-0, de 5-0, c'est qu'il y a un gros souci, quoi. C'est énorme. Les gars, on passe à la rivalité. Let's go. Allez, c'est toi qui décides. Allez, c'est parti, on va passer à la rivalité. Alors, on va faire d'abord un petit point. Avant de parler historique, on va parler avec nos cœurs de supporters, les gars. Déjà, la première question que j'ai envie de vous poser à tous, et on va commencer par toi, Adrien, vu que tu es notre invité. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette rivalité Bordeaux-OM? Si on te dit Bordeaux-OM, qu'est-ce que tu me réponds? Ah bah, un grand classique du championnat de France, des matchs que tu n'as pas envie de louper, surtout quand tu vas au stade à Bordeaux. Moi, je savais que assez tôt, c'était un match très très particulier et que je sentais bien une atmosphère un peu spéciale. Voilà, j'ai vite compris en fait que quand Bordeaux était, on va dire, sur l'aspect sportif compétitif, que le Marseille était un rival vraiment pour le titre, pour les places européennes et que ce match comptait. Et de plus en plus, finalement, quand Bordeaux a glissé au classement, j'ai plus vu, tu vois, vraiment l'aspect de l'invincibilité prendre le pas. Et c'est vrai, c'est marquant parce que vraiment, je l'ai senti vraiment un peu au tournant des années 2012-2013, où vraiment cette histoire d'invincibilité depuis 77, elle revenait dans beaucoup de discours. Et moi, je m'en étais pas forcément aperçu, tu vois. Je savais que ça faisait quand même pas mal d'années. Mais pour moi, Bordeaux-Marseille, c'était surtout l'occasion de faire un coup au classement, de se rapprocher des places européennes. Moi, parce que moi, j'ai pas connu, je suis un peu jeune pour avoir connu les années tapis baise. Je me suis bien renseigné, je sais à quel point ça a compté aussi dans le folklore même du championnat de France. Mais je t'assure que depuis de plus en plus d'années, j'ai ce sentiment, et même si j'élargis à ça, que cette histoire d'invincibilité, c'est devenu un poids. Je pense à la fois pour les joueurs et pour les supporters, c'est que ça revient trop dans certains discours, qu'on en fait trop sur ce match. Et j'ai bien aimé Yacine Adli la saison dernière quand il a dit, mais moi, vous savez, entre perdre ce match et être européen à la fin de saison, je signe de suite pour être européen. Et il faut avoir conscience de ce genre de discours parce que j'ai vu des choses ces dernières années où, tu vois, à la 90e minute passée à 0-0, les défenseurs bordelais qui sont la passe à 10 et le stade qui siffle. Ça, par contre, il faut le noter, c'est qu'à Bordeaux, tout le monde n'est pas dans une espèce de béatitude par rapport à cette histoire d'incivilité. Je pense que de plus en plus de personnes ont conscience que c'est devenu un poids dans ce que peut produire les Girondins dans ce que peuvent produire les Girondins sur une saison. D'ailleurs, ça. Oui, qui j'ai coupé? Non, c'est juste pour dire, après, il n'y a aucun supporter sérieux qui dit je préfère conserver la série qu'être européen en fin de saison. Figure-toi qu'il y a eu un sondage et la question de la série d'invincibilité était devant ou au moins au coude à coude que la place européenne. C'est pour ça que je te dis qu'à Bordeaux, tout le monde n'est pas du même avis sur cette fameuse histoire d'invincibilité. Je pense qu'elle est tellement belle et je peux comprendre que certaines personnes sont entre guillemets des fois un peu aveuglées et se raccrochent à ça. Mais aujourd'hui, si on veut avancer, moi je pense qu'il faut éviter de trop en faire un espèce de psychodrame à chaque fois que ce match approche. Est-ce que ça n'a pas un peu perdu sa saveur? Moi, j'avais l'impression qu'avant, quand c'était à Chabon-Delmas, franchement, en tant que supporter de l'OM, j'avais peur parce que je me disais, non, mais ce soir, c'est bon, c'est mort, on sait qu'à Bordeaux, etc., on n'y arrive jamais. Alors que dans le nouveau stade, j'ai quand même l'impression que je sais pas, il y a une atmosphère en moins. Alors, je sais pas si j'ai une énorme bêtise ou pas, tu vas me rectifier d'ailleurs si je me trompe, Adrien, mais il y avait quand même une saveur un peu plus spéciale, je trouve, à Chabon-Delmas. Ah non, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que Chabord, pour ceux qui y sont allés, c'est un stade qui est au cœur de la ville, qui est historique, qui a son style d'architecture. Et le Matmut est arrivé en dehors de la ville, et un peu comme tous ces grands stades, que ce soit à Nice, Lyon, même à Lille, c'est un peu une trotte. C'est loin quand même, faut le dire. C'est combien de temps du centre, par exemple? Franchement, si tu te débrouilles bien en tram, c'est 30-40 minutes. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas des problèmes aussi de stationnement? Il n'y a pas eu des polémiques? Il y a un big parking et des fois, pour en sortir, tu prends bien 45 minutes, 1 heure. Enfin, des fois, il y a des embouteillages de fou. Dis-toi, anecdote perso, je suis allé au début de saison à Bordeaux-Clermont et j'ai fait l'erreur, tu vois, de me garer dans un parking pas loin d'un complexe hôtelier. Et, tu vois, il y avait une centaine de bagnoles, mais pas plus. Et j'ai mis 1 heure à sortir, mais je te jure, ça me rendait fou, quoi. Alors que Bordeaux-Clermont, le stade était quasiment vide. Et c'est là aussi, c'est mal foutu. Mais pour revenir vraiment au stade, tu vois, par exemple, il est un peu impersonnel, tu vois, c'est siège gris et blanc. Si tu avais un gros scapulaire bleu marine, voilà, je pense que déjà tu rendrais un peu plus, tu l'approprierais.
c'est ça aussi le problème des stades de partenariat public-privé, c'est que Bordeaux n'est pas propriétaire. Il y a des discussions entre Gérard Lopez, il y en avait déjà eu sous les Américains, à voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que ce stade, Bordeaux, c'est pas encore. Il y a d'autres événements, il y a le rugby, il y a des concerts, mais c'est sûr que le changement de stade, ça a bousculé certaines habitudes. Ouais. Vous, les gars, en tant que Marseillais, cette rivalité, pour vous, elle représente quoi? Tiens, Amac, on t'a pas trop entendu depuis le début. Elle était plus importante à mes yeux quand j'étais plus jeune, mais c'est en corrélation avec le niveau sportif des deux équipes, tout simplement. Dans les années 2000, Bordeaux et l'OM se tiraient la bourre. Là maintenant, sans faire le prétentieux, sportivement, Bordeaux n'est plus un danger pour nous. Il y a peut-être une saison où ils vont terminer devant nous, mais au final, on ne boxe plus vraiment dans la même catégorie. C'est un peu à l'image de notre rivalité avec Saint-Etienne. Ça tient par le passé. Et avec Bordeaux, il y a la spécificité de cette fameuse série d'invincibilité. Mais sinon, je ne sens plus vraiment ça comme une rivalité. Prenons l'exemple de l'arrivée de Sertic, qui était censé être le capitaine de Bordeaux, qui arrive à l'OM et tout. Donc, c'est censé provoquer un tollé. Moi, ça m'a rien provoqué. Je ne sais pas si ça vous a fait quelque chose d'un côté ou de l'autre, mais moi, j'étais plus dégoûté de récupérer ce joueur-là que qu'il soit ancien bordelais, quoi. Ouais, on était plus mécontents de son niveau qu'autre chose, mais non, autant j'ai vécu vraiment intensément la rivalité, notamment à la fin des années 2000, parce qu'on se tirait la bourre sportivement. Il y a eu cette fameuse saison où Bordeaux marche sur l'eau en fin de saison pour te prendre le titre, alors que toi, d'un côté, tu as une bonne saison, mais d'un côté, dès que tu regardais les résumés de Bordeaux sur les émissions spécialisées, tu vois qu'ils gagnent parfois de façon hallucinante. Tu te dis, tu peux rien faire, et ça te met un peu la haine en tant que supporter. Mais depuis, non, et ça tient aussi par rapport aux supporters. Voilà, on peut parler de notre expérience perso, Mathieu. Quand on avait fait le déplacement à Bilbao, il y avait eu des fights avec les supporters de Bordeaux, les ultramarines, il me semble, qui étaient descendus, c'est pas des indépendants. Voilà, c'est des petits phénomènes comme ça qui font que la rivalité persiste, mais elle est plus aussi intense qu'avant à mes yeux. On s'était pas battu, nous, on rassure les auditeurs. On était allé visiter un truc, on était allé visiter la ville de Bilbao, qui est d'ailleurs dégueulasse. Franchement, on vous la déconseille. T'as pas profité pour mettre 2-3 crochets, Matt? Non, franchement, sincèrement, non. Parce qu'on a fait le déplacement avec les groupes de supporters. Alors, il y a des gens très sympas et on a passé un bon moment, mais il y a des gens très particuliers. Enfin, bref. Non, je suis d'accord avec toi. On a Soso Chat 33 dans le chat qui nous dit: c'est la première fois que je vous écoute et c'est très sympa. J'avais peur que vous soyez plus virulents avec nous, pauvres Bordelais. Mais non, Soso, on est des gentils ici. On accueille tout le monde. On a reçu des Lyonnais, des Stéphanois, des Parisiens. On reçoit des Bordelais. Attends, pendant 10 minutes, les insultes. Notre porte est grande. Voilà, quand on a dit Adrien, les insultes, c'est en fait l'émission. Non, mais les gars, pour poursuivre sur cette rivalité, on a un petit peu répondu à la question, mais où est-ce qu'on peut la situer par rapport aux autres rivalités des deux clubs? J'ai l'impression que l'OM a peut-être un peu plus de rivaux que les Girondins, non, les gars? Je sais pas. Personnellement, moi, je pense d'abord là. Après, moi, c'est particulier. J'ai grandi à côté de Lyon, mais même sportivement et puis dans l'approche du match, Lyon et Paris, en tout cas pour moi, ça vient avant Bordeaux. Même si je sais qu'historiquement, Bordeaux, c'est quand même plus ancien. Et effectivement, comme a dit Ama, sportivement, en fait, elle n'est plus vraiment d'actualité, même si, en fait, paradoxalement, moi, cette série d'invincibilité et la manière dont en fait les joueurs bordelais en fait font les morts de faim sur le terrain dès qu'ils reçoivent l'Olympique de Marseille et puis même récemment au Vélodrome, moi ça me met la haine et j'ai vraiment envie qu'on les tape, tu vois, j'ai vraiment envie qu'on les tape. Et en fait globalement ils ont beau être 20e, 18e, 19e, en fait s'ils étaient premiers ce serait la même chose en fait à mes yeux. Et en fait il faut que ça se termine et après effectivement peut-être que ça redescendra. Mais là, je sais que moi quand j'étais petit, Bordeaux, c'était une rivalité qui était beaucoup plus sportive, alors que maintenant j'ai l'impression que c'est quand même assez symbolique et qu'il y a quand même cette série à briser. Donc on a quand même muté, mais je mets quand même Lyon et Paris avant. Azir qui nous dit: passe ton ballon, grand rassemblement du foot français. Mais oui, Azir, tu le sais bien. Le sage a parlé.
La sagesse à parler. À dire que j'ai croisé tout à l'heure dans un centre commercial à Marseille et qui était vêtu d'un ensemble de survêtements gris absolument magnifique. Voilà. Je te Oh, la repasse- rue de partout, vas-y, change un peu. je te repasse Change le sac. Non mais Adrien, toi, du coup, les autres rivalités bordelaises, finalement, est-ce que Marseille c'est la plus forte ou est-ce que tu en vois d'autres qui peut-être peuvent la surpasser Bon, déjà, on va briser le tableau, on va briser la glace. Pour moi, Nantes et Toulouse ne sont pas des rivaux. Voilà, c'est ça. Oui, C'est des trucs c'est qui sont sur ce inventés terrain-là parce que je vais que t'emmener. derby de la Garonne, derby de l'Atlantique, derby de n'importe quel cours d'eau, pour moi, ça n'a aucun sens. Qu'on soit bien clair, Nantes, il y a 3h30 de route, Toulouse, il y a 2h. Enfin, pour moi, c'est pas, tu vois, ça n'a vraiment rien à voir. Je pense qu'en termes de rivalité sportive, Bordeaux-Lyon a été. Ça n'a c'est pas vrai, ça. beaucoup duré, mais le fait qu'il y ait eu cette affiche en quart de finale entre les deux équipes en Ligue des Champions, En ça a 2012, apporté non quelque chose. Mais ça, c'était incroyable. Ça, franchement, je trouve qu'on en a, on en a pas assez parlé, mais il y avait quand même une affiche 100% française en quart de Ligue des Champions, les mecs. Hein. Franchement, c'était incroyable. Laurent Blanc contre Rémi Garde, non? C'était Puel Ça encore à C'était l'époque. Puel, ouais, c'était Puel. Ok. Ça, je me souviens Non, effectivement. franchement, en plus, elle était magnifique, la double confrontation. Ça avait été deux super. Ça s'était soldé, je crois que c'est Lyon qui passe. Ouais, c'est Lyon. Ouais. Mais Il c'était n'y a pas des tendu dans mon polémiques souvenir, non d'arbitrage d'ailleurs sur ce match. Ouais, tu dis n'importe quel Bordelais. Est-ce qu'il y avait main de Mathieu Chalmé? C'est un peu notre. Est-ce qu'il y avait but d'Ocampos ou est-ce qu'il y avait pénalty sur Neymar? C'est un peu notre... Ah mais ouais, du coup avec Bordeaux, ah oui, avec Lyon, ouais, c'était plus sportif. Mais c'est vrai que je pense que la réalité Bordeaux-Marseille. Ouais, à Bordeaux, c'est ça. Franchement, c'est la plus forte et voilà parce qu'il y a du sens historique, il y a du sens sportif. Toutes les autres équipes, bah tu vois, je te l'ai dit au niveau de l'aspect géographique et même du reste, Paris, Lyon, ça restera jamais aussi fort que ce qu'il y a eu contre Marseille, ouais. Est-ce que c'est pas aussi dû au fait que entretenir cette rivalité avec l'Olympique de Marseille, ça vous rappelle aussi les grandes heures de Bordeaux? Parce que quand la rivalité était la plus forte, c'est aussi quand Bordeaux était un club entre guillemets de premier plan sur le plan sportif évidemment, parce que c'est toujours un grand club du championnat de France. Est-ce que c'est pas aussi parce que ça rappelle justement ces heures un peu glorieuses du club? Ouais, je pense que tu as raison. Je pense que c'est quelque chose qui raccroche un petit peu à cette gloire d'antan. Et c'est vrai que quand voilà, les saisons passent et Bordeaux glisse de plus en plus au classement, et tu vois, comme je te disais avant, sous Gillot, quand on était 6e ou 7e, on était en colère. Là maintenant, on sait qu'on est vraiment bien dans le ventre mou et même de plus en plus vers la fin de la seconde partie du classement, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que Bordeaux-Marseille, ça permet un petit peu de mettre du baume au cœur, de faire un petit événement, de se rappeler voilà, qu'il peut y avoir un stade plein à Bordeaux, qu'il y a une histoire, il y a de la rivalité, il y a cette fameuse série d'invincibilité qui est là un petit peu pour raviver la flamme, les troupes, mais passer un peu ça, qu'est-ce qui reste finalement? Bah, c'est toujours des saisons un peu galères à Bordeaux. Si je parle vraiment, tu vois, des 4-5 dernières saisons, il y a eu des choses positives sous Gillot, sous Gourvenec et tout, mais là, depuis 4-5 saisons, c'est vrai qu'en fait, depuis le rachat des Américains, Bordeaux n'a cessé de glisser, et ce match contre l'OM, ça reste peut-être un peu un vestige d'antan de ce qu'étaient les Girondins quand... voilà, cette affiche, je t'ai dit, moi, quand j'allais à Chabannes-Delmas, je savais qu'elle comptait comme jamais, quoi. Le rachat des Américains, moi, il y a un truc qui m'avait marqué là avec. Comment il s'appelait le gars déjà? Dagrosa. Avec le premier match, il avait dit oh là là, il faut qu'on change la buvette. Oh, putain, ça m'a Non, marqué, c'est ça, il a dit ouais, c'est intolérable. Ouais. Sur la queue et tout, sa première mesure phare, donc Ouais, là c'est aussi, il y a un souci quand même. Ouais, c'est comme le type de Sunderland là, qui disait ouais, il faut d'abord changer la musique de célébration des buts, comme ça, tu vois, c'est ils s'en perchés les Il mecs. n'avait pas dit qu'il voulait lutter pour le titre aussi d'Agrosa à moyen terme? Et je crois qu'il avait dit une dinguerie comme ça. Ouais, il avait dit une dinguerie comme ça, il me Tu semble. retrouves des déclats, je pense qu'il avait dit sous 3 à 5 ans, Bordeaux en Ligue des Champions, quoi. Comme repreneur, parce que je sais qu'à Grenoble, il l'avait fait aussi, tu vois. Donc, avec Index. tout repreneur a des ambitions débordantes, mais si tu connais pas le football, c'est passé, ouais. Ah oui, les Japonais à Grenoble, très très grande histoire aussi. J'avais juste une question pour Adrien qui va peut-être la piquer, mais c'est un peu volontaire entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire que l'OM est le plus grand rival pour Bordeaux, mais Bordeaux n'est pas le plus grand rival pour l'OM, si on tient compte de ces dernières années, même de l'évolution des rivalités de chacun. Par exemple, l'OM, ses rivalités avec Paris, Lyon, etc., Bordeaux avec Lyon, etc.
Ouais, moi je l'entends totalement. Et c'est vrai que si je me place d'un point de vue marseillais, sur ce qu'on a vu sur ces dernières années, bon, c'est sûr que le PSG version QSI a mis une vitesse à tout le monde. Donc tu vois, les classicos, ça reste des événements. Mais c'est vrai que la rivalité Marseille-Lyon, tu vois, vraiment en termes purement sportifs, c'est la plus grosse rivalité aujourd'hui pour moi de Ligue 1, quoi. C'est vraiment deux équipes qui sont toujours là un petit peu. Est-ce qu'on peut être le challenger du Paris Saint-Germain? On est finalement très proche, je trouve, en termes d'effectifs, de dynamique sportive. Et c'est vrai que Bordeaux, tu vois, est vraiment un cran, voire 2 crans en dessous. Tu vois, je pense que, allez, si on devait faire un truc, un espèce de tier list, il y a Paris, ensuite il y a Lyon, Monaco, Marseille, Lille, et ensuite on a, tu vois, Nice, Rennes, Montpellier, Lens, et Bordeaux est encore dans la catégorie en dessous. Bordeaux n'a jamais cessé de glisser. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où tu es même plus compétitif au niveau de Ligue 1, Marseille, Bordeaux, ils s'en soucient pas au classement. Donc je pense que ça, c'est logique, ouais. D'ailleurs, les gars, vous mettez Paris ou Lyon avant? Dans les matchs que vous attendez le plus dans la saison? Moi, c'est devenu Lyon, clairement. Comme l'a dit Adrien, il a raison. Paris a tellement dépassé tout le monde depuis plusieurs années que les matchs de OM PSG ne riment plus à rien. Donc, Cette saison, pareil. franchement, le match du PSG, c'est. Enfin, en fait, moi c'est un peu particulier. C'est que toute la semaine, quand il y a Marseille-Paris, je suis pas forcément hyper hypé. Je me dis, voilà, ça va être pareil. ouais, puis quand t'es devant, t'es excité. Et quand t'es ouais, devant, en fait, je suis encore plus excité que quand c'est devant. ouais, non, c'est un ce peu que je veux ça. dire C'est vrai. Alors que l'autre, c'est un peu match l'inverse, contre- tu vois. Ouais, le match contre Lyon suscite plus d'attentes, c'est vrai, peut-être. Ouais. C'est vrai. Mais non, sinon, je suis complètement d'accord avec ça, Lionel. Les gars, on fait un petit historique de cette rivalité pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément au fait, même si c'est des histoires qu'on a racontées maintes et maintes fois, mais on va quand même revenir dessus. On rappelle que cette rivalité est née fin des années 80 avec dans le sillage de la rivalité Claude Besse, Bernard Tapie, donc qui étaient présidents respectivement de Bordeaux et de Marseille. Tapie qui arrive à l'OM en 86, au moment où Bordeaux domine le foot français. Avec Claude Besse, un président très 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 fort. Quel souvenir on garde? Alors, je sais que tu étais très jeune, Adrien, mais bon, je te pose quand même la question parce que j'imagine que tu étais beaucoup renseigné en tant que supporter. Quel souvenir on garde de cette période-là à Bordeaux, de cette rivalité qui naît avec incarnée par ce duel finalement Claude Besse, Bernard Tapie? Forcément, c'est deux grands présidents. Au-delà de ça, c'est deux personnalités emblématiques du football. Et je pense que si on dit la Cadillac de Claude Besse qui débarque au Vélodrome, ça fait partie des images un peu marquantes de l'histoire du football français. Il faut la raconter, cette histoire, pour ceux qui ne sont pas au fait. C'est Claude Besse qui arrive pour un match Marseille-Bordeaux, donc je crois que c'est en 90, et il descend la Canebière au volant de sa Cadillac, genre je sais plus de quelle couleur, elle était rose. Rose bonbon bien tapante. Miami Vice. Ouais, c'est ça, un peu la Miami Vice, ouais, c'est ça, ouais, que tout le monde avait pris pour une provoque, et je crois que Tapie avait donné une interview quelques années après, il avait dit non, mais c'était sa voiture, il avait tout à fait le droit de faire ça, c'était une image que tu verrais plus aujourd'hui, quoi. C'est exactement ça. Et tu vois, il y a eu il y a Giresse, joueur emblématique des Girondins, qui a été transféré à l'OM. Et tu vois, le premier match, il se fait découper. Enfin, ça tourne au pugilat. Donc, il y a aussi ça comme histoire marquante. Et moi, vraiment, comme souvenir, on va dire, premier, peut-être le truc le plus récent dont je me souvienne, je pense que c'est un match pour le maintien qui se termine à 3-3 à Chaban, où Mavouba marque notamment sur penalty. Les Girondins qui étaient alors entraînés par Michel Pavon, grand danger, les Girondins pouvaient descendre et finissent par se sauver grâce à ce match nul. Donc l'histoire de l'invincibilité qui rejoint aussi le maintien sportif, ça c'était quelque chose qui m'avait marqué. Sinon, il y avait forcément on va dire les OM Bordeaux, époque Laurent Blanc, Guéret, / Deschamps, avec des scénarios et des superbes buts à chaque fois. Je vous ai taquiné sur Twitter en vous republiant le but de Chamac. Incroyable, magnifique le but. Ah, magnifique but. C'est l'époque où Bordeaux jouait au foot, donc ça fait toujours plaisir de se remettre ça un peu en visuel. Autre polémique, je pense certains ça leur parlera, mais 2009-2010, quand Chamac percute Mandanda et marque de la tête. Oh là là là, c'est un traumatisme. C'est vrai qu'en fait, Bordeaux a aussi été un peu aidé par l'arbitrage, si ce n'est beaucoup. Le dernier événement en date, c'était le fameux but de Yambéré. Et sur ce match-là, il y a au moins 2-3 pénaltys qui sont oubliés pour l'OM. Et tu peux être supporter, mais t'es pas aveugle. Et là, ce soir-là, l'OM s'était fait un peu voler par l'ami Bartomeu Varela. Juste pour te rappeler le match du maintien, je me rappelle, c'était c'était l'année 2004-2005. C'est ça. Et ça m'a marqué parce que Meriem marque contre nous et moi j'ai adoré Meriem quand il était chez nous et du coup ça m'a fait un peu mal au cœur.
Adrien, tu parlais aussi d'un événement qui a été très important dans la construction de cette rivalité. C'est Alain Giresse qui quitte Bordeaux pour Marseille en 86, si je dis pas de bêtises. Donc franchement, il faut se rendre compte à l'époque, c'était un transfert qui était absolument incroyable. Hein. C'est le meilleur joueur français qui quitte le meilleur club français pour un autre club français. J'ai même pas d'exemple de comparaison, les gars, actuel qui pourrait finalement être valable pour essayer de donner une idée de ce à quoi ça ressemblait, mais c'était assez fou. Et Plus d'exemples actuels. Hein. Ouais, regardez, est-ce qu'il y a un joueur entre guillemets à son prime ou entre guillemets un joueur vraiment très performant dans son club qui a rejoint le rival? Non, peut-être à l'époque, justement, Gourcuff, quand il va à Lyon. Ouais, c'est comme si Gourcuff, à l'époque, quitte le Bordeaux pour Marseille. Hein. C'était dans la même veine. Hein. C'était dans la même veine. Et Giresse, d'ailleurs, qui revient, qui rejoint Marseille et qui joue contre Bordeaux quelques mois plus tard et qui se fait littéralement découper par tous les Bordelais, par la presse aussi, je crois, par la presse locale. Ça avait été difficile pour lui, hein, le retour à Bordeaux. C'est un mini Valbuena Vélodrome? C'est un peu ça, c'est un peu ce qu'a pu vivre Valbuena quand il était sous les couleurs lyonnaises. Mais tu vois, je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment pardonné parce que dans l'esprit des gens, Giresse est 100% bordelais. Il y a même eu il y a cette envie peut-être des deux parties qui deviennent un peu ce fameux rôle d'ambassadeur historique du club. Là, tu vois, c'est aussi, on en revient à une erreur des Américains. C'est voilà, tu dis bon, tu prends en charge les Girondins, tu dois nommer une personne emblématique, une personnalité, un joueur emblématique de l'histoire de ton club en tant qu'ambassadeur. C'est vrai que tu peux te tourner vers un Marius Trésor, vers un Giresse, et tu choisis Jean-Pierre Papin, qui, je pense, tous sauf associé à Bordeaux. Donc là aussi, en termes de tact, c'était pas mal. Putain, c'est vrai que c'est incroyable. On a Azir qui nous dit dans le chat, je vous conseille le petit doc intitulé Je me souviens sur la rivalité entre l'OM et Bordeaux sur YouTube. Écoute Azir, on va mettre ça de côté. Je t'avoue que je l'ai jamais vu, mais merci pour le conseil. Et on a Alan qui nous dit Bordeaux-OM, un scandale ce match juste après la Coupe du Monde 86. Ouais, écoute, je pense que oui. Et Azir qui rajoute, il s'est fait découper par René Girard, Gernot Rohr. Oui. C'était pas des artistes à l'époque. Hein. Je pense que ça découpait sec. Hein. Je pense que c'était compliqué. Ouais. D'ailleurs, les gars, pour revenir un petit peu plus sur une période actuelle, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont eu une incidence sur cette rivalité? On avait posé la question à Sofiane à l'époque pour la rivalité OM-Lyon, parce qu'on était tous d'accord pour dire qu'effectivement les réseaux sociaux avaient intensifié tout ça. Est-ce que finalement le fait que les Marseillais disent mais vous les Bordelais, ce qui vous importe c'est que d'être invaincus contre nous, votre saison s'arrête après ça. De l'autre côté les Bordelais qui disent mais arrêtez de faire semblant que vous en foutez, c'est pas vrai. Est-ce que ça a un petit peu exacerbé tout ça selon vous les mecs? Non, je trouve pas. Honnêtement, tu trouves que que les gens sont vraiment hypés par la rivalité Bordeaux-OM ces dernières années? Moi, quand même un petit peu. Moi, je trouve surtout avec la série d'invincibilité, puis même honnêtement. Souviens-toi, je crois que c'était au Vélodrome. C'est pas à Bordeaux qui lâche un C'est Marseille bébé ou un truc comme ça? Il lâche pas un message un peu étrange? C'était Saint-Etienne qui avait fait ça. Non, c'était Saint-Etienne. Je crois qu'il y a Bordeaux qui lâche un truc sur les couleurs. Avant ou juste après le match, il me semble. Il faudrait regarder, mais ça avait fait un petit peu de bruit. Et puis même, je trouve que les supporters se branchent pas mal, notamment les Bordelais qui charrient, puis à raison, je pense, sur le fait que l'OM n'arrive pas à gagner sur le terrain de Bordeaux. Je pense forcément. Moi, je sais que j'ai vu pas mal de chambrage, en tout cas sur les réseaux sociaux, et ça fait rigoler. Ça fait rigoler. Moi, je pense que ça joue un petit rôle quand même. Moi, je trouve pas, honnêtement. Il y a le tweet annuel de Diego Roland quand même. Oui, par exemple. Mais même le défenseur, comment il s'appelle? Enrique, qui à chaque fois tweet les sardines, etc. C'est drôle. C'est drôle, c'est vrai d'ailleurs. Non, mais pour répondre à ta question, non, je trouve que c'est plus vraiment l'histoire et peut-être l'antagonisme entre les groupes de supporters et tout qui maintiennent la rivalité plus que les réseaux sociaux. Ouais, je trouve pas qu'il y ait une effervescence de malade avant le match, hein, franchement. Peut-être pendant le match. On se taquine tous sur l'invincibilité. Donc, quand Sanson il a égalisé là dans les dernières secondes récemment, oui, on a tous poussé un ouf de soulagement et peut-être que chacun est allé de 100 tweets, mais sinon, ça va pas au-delà, je trouve, personnellement.
Ah, c'est plus une rivalité de stade au final, parce que par exemple, Ouais, franchement, Ama, on pourra en parler tous les deux vu qu'on est abonnés aux South Winners. Ah, les South Winners tiennent énormément à cette rivalité. À chaque match avant Bordeaux, il y a les petits chants contre Bordeaux. Ça se chambre sur les réseaux sociaux aussi. ouais, parce qu'ils s'aiment pas vraiment les ultramarines, voilà. Donc Ouais. c'est cet héritage-là plus que celui d'Internet, selon moi. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément le cas. C'est pas vrai comme ça l'était pour la rivalité avec Lyon, c'est vrai. C'est vrai. Avant de parler de nos souvenirs, etc., les mecs, une dernière question sur un petit peu dans la même veine, et on en a un petit peu parlé aussi en préambule. Est-ce que cette rivalité n'est pas vouée, je dirais pas à disparaître, mais finalement à s'atténuer encore, à être moins intense, compte tenu finalement de l'éloignement sportif des deux clubs? Tout dépend de la dynamique. Je pense si Bordeaux arrive à inverser la tendance, ça va revenir. Mais sinon, je pense qu'avec l'effet générationnel, le fait que voilà, tu as un renouvellement des fans, etc. Et quand même, déjà, moi, c'était limite. Moi qui ai 25 ans, c'était limite quand j'étais petit, etc. Je savais qu'il y avait une rivalité. Mais aujourd'hui, les mecs de 13-14 ans, c'est beaucoup plus Lyon et le PSG quand même. Donc, je pense que mécaniquement, ça va s'étioler si la tendance ne change pas. Oui, tout à fait. C'est le sportif au final qui prime pour toute rivalité. Bordeaux-Marseille, ce qui a fait durer, c'est qu'il y a toujours eu un événement sportif ou extra-sportif, que ce soit dans les années 90, 2000, 2010. Mais là, ces dernières années, franchement, il n'y a plus rien, vraiment. Je ne veux pas passer pour le mec blasé, mais moi, je ne vois rien. Tu as Bordeaux qui est englué dans le ventre mou. T'as plus de joueurs emblématiques qui passent d'un club à un autre, t'as plus de présidents qui s'invectivent. À part le monde des supporters, vraiment des ultras, et même si nous on est abonnés en virage, il faut avoir le recul et de se dire que ça reste quand même un microcosme au final par rapport au grand public. Donc comme le dit Merwan, ça va s'étioler de manière inévitable si Bordeaux ne se relance pas au niveau sportif. Parce que admettons que l'OM plonge comme Bordeaux, vas-y. Et si l'OM plonge et atteint les mêmes profondeurs du classement que Bordeaux, je pense pas que ça va contribuer à relancer la rivalité, selon moi. Il y a Alan qui nous dit le dernier match contre Bordeaux, une vraie purge. Le craquage de Pipa, de Balerdi et le raté de Germain. Oh là là, tu viens de nous remettre des images dans ma tête là, Alan. Le raté de Germain, c'était quelque chose, ça, les mecs. Je sais pas ce qui est pire ce soir-là entre le raté de Germain et le fait que Bordeaux ne gagne pas en 11 contre 9. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu 2 cartons rouges. Ouais, ça c'était incroyable. Votre stérilité en supériorité numérique, c'était vraiment incroyable à voir. Oh, c'était une purge ce match, mon Dieu. On va essayer de parler de matchs un peu plus comment dire, relevés, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu quand même de super matchs entre les deux clubs. Les gars, vos souvenirs de Bordeaux-OM, si vous deviez retenir un match qui vous a marqué, qui vous a traumatisé peut-être. Allez, le match qui vous a le plus traumatisé, je vais commencer par les Marseillais, et après on te donnera la parole, Adrien, parce que nous, on a vécu plus de traumatisme que vous sur ces matchs-là, malheureusement. Mais si vous deviez retenir un match, les mecs, de cette rivalité, ce serait lequel ? C'est dur, mais franchement, si je dois en retenir un, et Adrien en a parlé tout à l'heure, c'est le match 2014-2015 à Bordeaux qu'on perd 1-0 alors qu'on doit avoir 2-3 pénaltys. C'est l'un des rares matchs dans ma vie où j'avais vraiment envie, mais c'est même pas une manière de parler, de prendre ma télé, de la soulever, de l'exploser contre le mur. J'avais vraiment le démon contre l'arbitre, alors que je déteste parler d'arbitrage. Je suis vraiment plutôt team Bielsa sur ce coup, de plutôt trouver les excuses aux sportifs quand on perd un match ou quand on est mauvais, mais là, sur ce match-là, c'était vraiment abusé, vraiment. D'ailleurs, les images tournent très souvent sur le Twitter de la Team OM. On voit souvent les photos de la main. Je ne sais plus qui met la main. Il y a le tacle de Palois sur Alessandrini. C'est Yambéré qui met la main. Il y a le tacle de Palois sur Alessandrini. Il a fini, mais il a joué à Dijon, non ? Il était à Dijon, il est parti en Arabie Saoudite et je me demande s'il n'est pas en Turquie là actuellement. Il n'était pas en Russie à un moment donné aussi, un truc comme ça ? Il était vraiment mauvais, sincèrement. Moi, personnellement, c'est le. Alors, je ne saurais même plus quand c'est, quelle saison c'était, ce qui se joue à ce moment-là, mais c'est vraiment Chamakh Mandanda, moi, qui m'a choqué. J'étais atterré. Je vois ce contact-là, je fais, mais
Comment c'est possible? Et vraiment, j'étais fou. Hein. Et je crois qu'en plus, même, le match, il n'y avait pas, je crois, un énorme enjeu sportif. Et je vois ça, et je vois Chamakh qui marque, je vois le but qui est validé. J'étais sidéré. C'est là que je me suis dit que là, les arbitres, c'est pas toujours nos amis. Et j'étais dégoûté. Azir qui nous dit Bordeaux OM 99, le fameux 4-1, l'année où Bordeaux est champion juste devant l'OM en 98-99. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, Azir. Moi, c'est un de mes premiers souvenirs de supporter, c'est ce fameux 4-1 là à Chamandelmas où on se fait broyer, mais d'une force. Alors qu'on a une super équipe, on a une équipe qui joue le titre, mais on se fait démonter. C'était n'importe quoi. Les Bordelais, ils étaient survoltés ce soir-là. Je sais pas si Adrien, d'ailleurs, tu t'en souviens de ce match, si tu l'avais vécu peut-être au stade d'ailleurs. Non, j'étais trop jeune pour être au stade, mais comme je fais pas mal d'émissions rétro, j'ai eu l'occasion de le voir et je rejoins ton sentiment sur le fait d'avoir une équipe qui vraiment a laissé aucun souffle, aucun répit au Marseille. Ce soir-là, c'était d'une violence et c'est vrai que on n'a pas cité, mais tu vois à l'époque où Bordeaux avait son fameux quatuor, Mikou, Benarbia, Wiltor de Lasland, ça aussi c'était pas mal. Ah ouais, Azir qui nous dit 4-0 au bout de 30 minutes. Ouais, le match est dispo sur YouTube apparemment. Si vous voulez aller le voir, c'était terrible. Hein. Franchement, des souvenirs terribles. Du coup, Adrien, quel est le match qui t'a toi le plus marqué? Bordeaux-OM ou OM Bordeaux d'ailleurs? Peut-être qu'il y en a un qui t'a marqué au Vélodrome. On a commencé à en discuter un peu en off, mais ce sera plus un OM Bordeaux et c'est la victoire au Vélodrome, la dernière, hein, je crois, tout simplement, en 2007-2008, avec d'abord Wendell qui met un super coup franc et le missile de Pierre Ducasse qui entretient un petit espoir. Est-ce que Bordeaux peut aller chercher le titre contre l'OL? Ce sera l'année d'après. Mais cette victoire était aussi époustouflante parce qu'en plus, sur le but de Ducasse, tu as Chamakh qui est au duel, qui fait une remise de la tête super intelligente pour Ducasse qui arrive en bombe. Donc, non, franchement, ça, c'est plus grand souvenir, je pense, d'un Marseille-Bordeaux. Wendell, c'était un sacré joueur aussi. Hein. Franchement, qu'est-ce qu'il était bon, lui. Récemment, super formé à Bordeaux. Ouais, à Bordeaux, il y a eu ils ont fait récemment, un espèce de top but rétro, et en fait, tu te rends compte que Wendell, entre les coups francs, les frappes de loin, il a même mis, il a fait une bolie, en fait. Il a mis contre le PSG une tête de l'extérieur de la surface, en arrivant, pareil, en boulet de canon. Donc, Wendell, tu fais son top but, il est vraiment séduisant, ouais. Oui, je me souviens de ce but. Il met un triplé, ouais. Je me souviens. Ouais, je me souviens. C'est qui les joueurs, toi, qui t'ont le plus marqué ces dernières années à Bordeaux, Adrien? Quand tu parles de dernières années, c'est quoi la limite pour toi? Allez, on va dire sur ces 10 dernières années. 10 dernières années, je vais dire Carasso, tu vois, le clin d'œil à un ancien Marseille. Ah ouais, parce que Carasso, parce que ça a été l'un des plus réguliers jusqu'à ce qu'il arrête et qu'il passe le flambeau à Costil, qui a toujours été... qui a répondu présent, et en plus sa fin elle n'a pas été très correcte, je trouve. Donc moi je garde un excellent souvenir de lui. En joueur frisson, Malcolm était quand même vraiment pas mal. Je suis curieux de voir la suite de sa carrière. Là, il est au Zénith, il est un peu disparu, mais je suis sûr que s'il revient un jour vraiment dans un grand championnat, il peut totalement exploser. Et sinon, Cheikh Diabaté, parce que c'est un joueur attachant, et même si tu vois derrière l'apparence on va dire maladroite du garçon, c'est quand même un mec qui a toujours scoré et qui a un excellent ratio en Ligue 1. Donc Cheikh Diabaté, au-delà de l'aspect maladroit, c'est un vrai bon buteur. Et sinon, j'ai bien aimé Mariano, Trémouinas. Qui te citait d'autres Gourcuff. Il était très très fort. Gourcuff, comme c'est 10 ans, tu vois, Gourcuff, il est parti en 2010, donc si vraiment tu veux qu'on remonte à l'équipe du titre, forcément, Chamakh, Gourcuff, Kavenaghi, on a parlé tout à l'heure de Wendell, en joueur un peu oublié sous côté. N'oubliez pas Fernando Menegazzo, qui a été très important. Ah oui, qu'est-ce qu'il est insupportable. Oh là là, il était insupportable, mais qu'est-ce qu'il était fort. Fernando, quand il fallait faire la petite semelle, la bonne vieille faute, il était là, lui. Thiago Motta. Non, c'est terrible, Menegazzo, terrible. Moi, il y avait un joueur aussi que je trouvais pas mal à Bordeaux, c'est Basic. Je trouve que c'est un joueur quand même assez sous-coté récemment, que ce mec-là, je ne comprenais pas ce qu'il faisait encore à Bordeaux, parce que le club était en totale déliquescence autour de lui. Il part à la Lazio cette année, mais sincèrement, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs milieux que Bordeaux a eu. Tiens, qui me fait penser un peu à l'OM, il me fait penser, alors pas du tout dans le profil, attention, hein, mais juste dans l'attitude, dans un peu la désinvolture même à Khaled Tatsar. C'est-à-dire que des mecs qui sont là, mais t'as l'impression qu'ils sont là sans être là. Je sais pas, Adrien, si je dis une bêtise ou pas, mais Basic, j'avais l'impression qu'il était là, mais il savait très bien qu'il allait se barrer d'ici 1 an ou 2. Il est resté longtemps, je trouve. Hein, et pour un mec qui en a rien à faire.
je sais pas si les Bordelais en gardent un grand souvenir, tu vois. Ah, justement, Basic, je pense que d'un point de vue extérieur, ça peut être un peu un joueur sympa, mais il choisissait quand même pas mal ses matchs à Bordeaux. C'était quand même un garçon assez régulier. Mais je n'oublie pas que dans ce Bordeaux-là, depuis 3 ans, qu'est-ce que tu veux développer? Enfin, le contexte, c'est tellement un bourbier. Il y a tellement de changements d'entraîneur. Et tu vois, le meilleur exemple possible, c'est Tchouaméni. Tchouaméni, sa première saison en pro, il a 3 entraîneurs différents et 3 entraîneurs qui pensent pas du tout la même chose entre Poyet, Ricardo et Paulo Sousa. C'est pas du tout les mêmes écoles. Et tu vois, quand il part, tout le monde se félicite du montant et tout en disant bah, forcément il percera pas. Tout le monde ne pensait pas ça, hein, mais tu vois, il disait bah, le potentiel on le voit pas. Mais tu vois là, il a suffi de tomber au bon endroit, au bon moment, le bon contexte. Il l'a eu avec Kovac à Monaco. Donc peut-être que Basic va suivre la même chose, mais c'est sûr que en termes d'impression, Basic, tu as le sentiment qu'il donnait pas tout, quoi. T'as pas cité Jules Koundé d'ailleurs. Oui, bah tu vois, l'oubli fou, tu vois. En fait, tu vois, j'ai tellement voulu me plonger dans les années d'enfance que j'ai oublié les petits jeunes. Et c'est vrai que Koundé, en fait, Bordeaux, ce qui a été bien, c'est qu'en fait, chaque année, tu vois, il y avait un jeune du centre de formation qui sortait et qui performait assez vite. On a eu, bah, tu vois, un joueur qui a disparu aussi, Thomas Touré, qui est parti du côté. Oh là là, il avait marqué au Vélodrome. Ouais, d'ailleurs, je me rappelle, il avait fait une déjà belle un peu période. quand il avait marqué, non? Ouais, il avait un petit peu chambré, je crois. Ouais. Il a eu une belle période, mais il a eu des problèmes avec sa femme. Exactement. Il a affiché sur Twitter. Et Ouais, c'était il s'est un fait truc afficher et tout, il a incroyable. été dans des bails sombres. Il y a eu Laborde, il y a eu Ounas, ensuite il y a eu le trio Koundé, Youssouf Chouameni. Et là, c'est peut-être un peu le petit bémol. Si tu vois qu'à Bordeaux, bah, il y a des jeunes qui sont là, un peu comme Lacou, Sissoko Mara, mais il n'y en a pas un qui sort du lot. Et je pense que c'est aussi un des défis de Gérard Lopez, c'est de ressouder, de refaire du centre de formation de Bordeaux, parce qu'il y a quand même vraiment des bons éducateurs, ça travaille bien à Bordeaux, mais refaire vraiment cette passerelle entre les jeunes et l'équipe pro. Les gars, vous remarquerez quand même que comme à chaque fois qu'on fait cette émission, quand nous, on doit dire un match qui nous a marqué, on dit un mauvais souvenir, et l'invité, il dit toujours un bon souvenir, une victoire contre l'OM. On est vraiment traumatisés, c'est fou. On est aigris aussi. Alors qu'on a vu de belles victoires de l'OM à domicile contre Bordeaux. Hein. La victoire avec Bielsa, le 3-1, où on fait 28 ou 29 tirs dans le match. Oui, c'était un match super fantastique, celui-là, oui. Un super match. Franchement, même le match de cette année, c'était un bon match. Hein. C'était régalé au stade, hein, franchement. Ouais, mais 2-2, moi, sincèrement, il m'a énervé ce match. Ah non, mais tu peux pas le mettre en match marquant, mais tu vois. Il est énervant le match. Tu gagnes 2-0, tu prends 2-2 par Pembele, quoi. Même le match avec Villas-Boas, alors je sais que je porte pas Villas-Boas dans mon cœur, mais on avait fait un très bon match ce soir-là. On avait, je crois, 2-0 ou 2-1, je me souviens plus exactement du score. Pas 3-1, parce que ce soir, 3-1. Je parle vraiment de ce souvenir un peu traumatisant, mais en fait, Paulo Sousa, il demandait vraiment à ses joueurs de relancer court et propre et de pas dégager. Et du coup, tu avais des joueurs sous pression qui ont fait n'importe quoi, comme Pablo, comme Otavio. Et plutôt que tu vois, de pas s'embarrasser, et de temps en temps, il faut le faire, tu vois, dégager en touche et tout. Tu vois, il voulait vraiment relancer court. Et c'est de là où vient le super but de Sanson. C'est vraiment une récupération très haute. Donc, ce match-là aussi m'a bien énervé. Il y a le match aussi en 2007, je crois, c'est Pagis qui mène enroulé en lucarne, magnifique. Oui, super but celui-là aussi. Non, mais pour répondre à ta question, c'est pas qu'on est aigri ou pas, c'est juste que l'OM a cette faculté de nous procurer des émotions négatives. C'est juste pour dire qu'en 2007, on parle beaucoup de l'énorme reprise de volée de Pagis, mais 5 minutes avant, il y a un coup franc qui est doublement détourné de la part de Taiwo qui finit au fond. Et on marque 2 buts en 5 minutes alors qu'on est mené en 0. Ouais, tout à fait. Il était moins beau celui-là. On préfère se souvenir de celui de Pagis. Ah oui, non, mais il est très moche le coup franc de Taiwo. Il est contré par le mur et par un défenseur qui trompe Ramé. Ah, tout à fait, ouais. Non, j'allais dire, on n'est pas aigri ou quoi, c'est juste que l'OM a cette faculté face à ses rivaux de nous offrir des émotions négatives beaucoup plus puissantes que des émotions positives. Dans ce sens-là, je sais pas. Les matchs négatifs ont toujours été plus marquants. On n'a qu'à faire la liste, hein, face à Paris, face à Lyon, face à Bordeaux. Ça. Après, le truc, c'est qu'on reçoit aussi quand même beaucoup de clubs qui sont entre guillemets un peu plus petits que l'OM. Et le truc, c'est que souvent, ça les marque quand tu joues contre l'OM, les souvenirs positifs, parce que c'était souvent d'inattendu. Après, il y a aussi le phénomène, un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Oh, qu'est-ce que c'est beau, ça. Incroyable, l'instant Maïs. Je l'ai dit comme elles me viennent, les rencontres qui m'ont marqué. Je repense là au 1 partout à Chabandelmas en 2006. C'est la dernière journée. Et Bordeaux est déjà qualifié pour la Ligue des Champions. Et nous, on a la lutte pour finir 3e.
Et Maoulida ouvre le score à 10 minutes de la fin. Et c'est Fernando, justement, on a parlé, qui égalise à la 88e, 89e. Et t'as les Bordelais derrière qui sortent la banderole, la Ligue des Champions, ce sera à la télé. Là. Oh là là là, celle-là, elle avait fait mal aussi. Hein. Oh, c'était dur. C'est vrai. C'était dur. Très, 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 très dur. En plus, avec Fernando, le truc qui était frustrant, c'était qu'il disait jamais Fernando. Il disait juste Fernando Menegazzo. Et je sais pas pourquoi ça avait le don de m'agacer quand j'entendais ça à la télé. Parce qu'en plus, le mec était. C'était vraiment une gare sur le terrain. Et du coup, en fait, il était là, t'avais cette image, Fernando Menegazzo, le mec qui légalise dans la dernière minute et tout. Non, insupportable ce joueur à avoir contre soi. Là, tiens, ça va faire la transition avec notre thématique qu'on va aborder, c'est les joueurs dans l'autre camp qu'on a détesté. Tiens, on va commencer par détester, après on fera ce qu'on a apprécié. Est-ce qu'il y a un joueur, tiens Adrien, un joueur que tu as détesté plus que les autres qui évolue à l'OM? Wow, c'est une bonne question ça, parce que moi je suis pas quelqu'un, tu vois, qui en veut, enfin qui n'aime pas. Allez, disons que tu le regardais, tu disais putain, il fait chier, franchement. C'est des joueurs qui m'ont agacé parce que j'aurais aimé les avoir dans mon camp, oui, mais franchement là, vraiment un Marseillais très agaçant, quelqu'un qui m'a. Non, franchement, je t'assure, je vais y réfléchir, mais là, tu vois, j'essaie de me replonger dans les souvenirs, de voir vraiment quelqu'un qui m'a agacé, parce que tu vois, franchement, Niang, quand on l'affrontait, il était toujours très bon. T'as parlé de Pagis aussi. Cherou qui avait l'habitude aussi de nous mettre quelques buts sympas. Ouais, j'aimais pas trop Romao, tu vois, chez vous par exemple, mais tu vois, c'est vraiment faiblos, tu vois, si vous voulez vraiment trouver un joueur emblématique de l'OM, ce sera pas forcément Romao, mais ouais, non, franchement, je t'assure que j'essaie de chercher, mais il n'y en a pas un qui me provoque ce sentiment-là, ouais. Niang, ça revient souvent, les gars, quand même. Je crois que tous les invités nous l'ont sorti, Niang. Ah, il était trop fort. Non, Niang est très très fort, putain. Très très fort. Après, personnellement, moi je sais que Depréville m'a pas mal agacé quand c'était. Voilà, Depréville qui choisit ses matchs contre l'OM. Sans match de l'année. Depréville, Fernando Menegazzo. Et puis c'est tout. Enfin, moi, c'est vraiment les deux qui m'ont marqué. Toi, Mathieu. Disons que Depréville, il a le syndrome je marque un but dans la saison et c'est contre l'OM. C'est vrai, il y en a plein quand même des joueurs comme ça. Ça, c'est insupportable, ça. Il faudrait qu'on fasse une émission sur ces joueurs-là quand même. Parce qu'il y en a eu, même les gardiens. Hein. C'était incroyable aussi, les gardiens. Ouais. L'expert, c'était l'autre de Lorient, là, Fabien Audard. Oh là là. Oui. Et moi, c'était incroyable. Ama, est-ce que tu as un joueur qui t'a agacé ou qui, au contraire, comme le disait Adrien, mais il était tellement fort que c'était frustrant, quoi. Moi, c'est Chamac. Il me rendait fou. Il marquait pas forcément beaucoup de buts, mais il était vraiment, vraiment intelligent dans son jeu, par ses remises, ses déviations, etc. Et je trouve que, en dépit de ses stats, je crois vraiment pas qu'il ait beaucoup marqué lors des duels OM Bordeaux. Mais alors, qu'est-ce qui pesait sur les défenses? Moi, perso, il me rendait fou. C'est le genre de mec qui te fait chier une défense pendant 90 minutes. Et à l'instar de Niang pour Adrien, j'aurais pas dit non pour l'avoir dans notre équipe à l'époque. C'est vrai qu'il était fort aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était compliqué. Ouais. C'était très compliqué. Avec ses cheveux pleins de gel. D'ailleurs, il est abandonné depuis quelques années. Sur la fin de carrière, il a jeté l'éponge. Il a dit non, c'est bon. On va arrêter la pause. Non, mais tu rigoles. Attends, tu rigoles. Il a fait une greffe. Il a fait une greffe. Il a des dreadlocks. Il essayait de masquer sa calvitie, mais c'était n'importe quoi. Non. Il a des dreadlocks maintenant. Ah ouais. Ouais. Enfin, c'est incroyable. Il y a des dreads, Chamac. Il s'était fait. La coupe à l'exhibit, là, à un moment, maintenant, il a sans doute plus changé. Le désastre. En tout cas, la greffe est bien faite. Les gars, ça remonte un peu plus longtemps, mais Paoletta, quand même, aussi. Et Paoletta, il a plus marqué que Paris, dans mes souvenirs. Ouais, mais quand même, franchement. Il était trop fort à Bordeaux aussi. Il fait ses 3 saisons à Bordeaux. J'aurais adoré l'avoir, Paoletta. Ça, c'est clair, oui. Mais non, avec. J'ai pas souvenir, hein, je vais vérifier les stats à la fin de l'émission, mais pareil, j'ai pas souvenir qu'il y ait beaucoup marqué contre nous au final. Bien, mais Adrien, tu nous disais que tu n'as pas détesté un joueur, mais je vais quand même te dire un nom, tu vas me dire ce que tu en penses. Si je te dis Souleymane Diawara. Forcément, quand il a rejoint l'OM, ça faisait très mal parce que moi j'étais jeune supporter et je l'aimais beaucoup. Enfin, il avait apporté sa saison 2008-2009.
Voilà quoi, c'était un monstre absolu. Gasset le fait venir, le change. Il y a cette fameuse déclat où il passe totalement à travers d'un match. Je crois que j'étais contre Le Mans à domicile. Et il dit attends, mais reprends-toi en main. Et au lieu de dire bah voilà, reste droit, il lui dit maintenant va te bourrer la gueule, va en boîte, fais du saoulé quoi, tout simplement. Et au final, c'est vrai que ça m'a fait très mal, mais tu vois, et que j'ai pas envie non plus de l'en vouloir. C'est vrai que peut-être si je devais dire un joueur où ça m'a fait très mal qu'il rejoigne l'OM, moi, lui, Alou Diarra, tu vois, c'était plus le Bordeaux qui était déjà en Ça fait déclin, très qui mal était sur la aussi, fin. Mais Souleymane Diawara, il rejoint l'OM bah, vraiment au moment où les deux équipes sont à un espèce de gros pic de forme et sont vraiment en grosse rivalité sportive. Donc, ouais, c'est vrai, Souleymane Diawara, c'est bien d'y avoir pensé. Ah, il y avait Kavenaghi aussi, j'aimais bien. Quel joueur. C'était beau aussi. Et période hyper fast et hyper creuse, je crois, à Bordeaux, lui. Il y a une saison, je crois, où il détruit tout. Et puis d'autres où il est beaucoup plus stérile, je crois. Mais ouais, il a fait très mal, lui. Très Ouais, mal. ouais. Puis c'était un beau joueur, quoi. C'était un attaquant qu'on voit plus trop, le style d'attaquant comme il Ouais, comme- renard des surfaces, Ouais, extrêmement ouais. fin, élégant. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'attaquant qui aime bien le petit piqué et tout. Donc, ouais, Kavenaghi, c'est vrai qu'en termes de buteur, c'est quelqu'un qui a peut-être un peu disparu des standards, ouais. Les gars, on va conclure cette émission sur le sujet qu'évidemment il faut aborder, c'est l'invincibilité. Donc l'OM qui n'a plus gagné à Bordeaux depuis le 1er octobre 1977, ça fait 44 ans, ça fera 45 en 2022 si il n'y a pas victoire vendredi. Les gars, est-ce que c'est pas finalement l'arc principal, l'arc final de cette rivalité, est-ce qu'il la maintient encore vivante? Si, moi, je Oui. pense complètement. Hein. Je pense complètement. Hein. Et puis, à mon avis, une fois que ce sera terminé, on en parlera beaucoup moins. Et ça redeviendra vraiment anecdotique, je pense, cette rivalité. Je partage cet avis à 100%. Voilà, terminé le sujet suivant. Voilà, C'est bien, un peu compliqué. Non, mais je voulais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit en début d'émission, en fait. Non, pour développer sur ce point, merci les mecs, hein, franchement. Non, pour développer sur ce point, parce que là où je veux en venir, c'est qu'il y a un côté un petit peu irrationnel finalement. Enfin, c'est quand même, quand on se penche 2 minutes sur cette invincibilité, c'est quand même fou que deux clubs comme ça qui s'affrontent tous les ans, parce que c'est arrivé quasiment tous les ans depuis 477. Ben, un club n'arrive pas à battre l'autre dans son stade. Ben, c'est fou. Est-ce qu'on peut avoir peut-être une explication? Comment vous essayez de l'analyser? Enfin, c'est très difficile. Adrien, toi, ton point de vue de Bordelais, est-ce que tu trouves peut-être une raison rationnelle pour expliquer ça, ou est-ce que finalement ça a presque pas basculé dans le surnaturel? Ouais, peut-être le surnaturel, ça peut expliquer certaines choses. Je pense que ce rendez-vous est important pour les joueurs parce que c'est l'un des rares moments où les ultras viennent au Haillan, viennent le dire aux joueurs en face. Donc, il y a une espèce de mobilisation toute la semaine. Maintenant, Bordeaux, même si ça peut paraître fou de dire ça, a eu tendance ces dernières années, même en glissant au classement, à ne jamais être trop ridicule lors des grands matchs. C'est-à-dire que Bordeaux peut prendre une volée et tout, mais Bordeaux n'a jamais été non plus catastrophique dans les matchs face à Lyon, Marseille, Paris, a toujours essayé de proposer quelque chose, au moins dans l'intensité, dans le pressing, dans les efforts. Et je pense que ce match à domicile contre Marseille en fait partie. Je pense que la plupart des joueurs l'ont compris maintenant. Tu es dans un effectif où il y a de plus en plus de joueurs qui ne sont pas attachés au club, qui ne viennent pas de là, qui ont conscience, qui sont juste de passage. Donc je pense que cette histoire d'invincibilité, même si les gens le rappellent, c'est quelque chose qui va s'évaporer. Et voilà, je pense qu'à chaque fois, à chaque année, on se dit, on s'en rapproche et tout. Il y a quand même de grandes chances que ça puisse tomber cette saison, mais vous l'avez dit, il y a des circonstances où à chaque fois Bordeaux était totalement largué au classement. L'OM jouait gros et était vraiment dans une belle forme et est venu se casser les dents dans ce stade à Chavant, au Matmut Atlantique, contre des équipes qui n'avaient pas non plus des foudres de guerre et tout. Mais oui, je pense qu'il y a certains joueurs qui sont transcendés. Vous avez parlé de Nicolas Depréville, c'est typiquement le genre de joueur qui, sur une saison, le bilan va être très décevant, mais tu sais que voilà, contre l'OM, tu peux compter sur lui. Donc c'est forcément très frustrant. Et ouais, je pense que ça compte dans. Je vous l'ai dit, beaucoup de supporters sont très attachés à ça. Maintenant, je pense, moi, de mon point de vue, c'est qu'il faut s'en détacher et que ça tourne des fois un peu à des situations ridicules. Je vous l'ai dit, quand on fait la passe à 10 sur les dernières minutes, quand on n'arrive pas à gagner à 11 contre 9 parce que certains ont la trouille de perdre, c'est qu'une défaite. Hein. Je pense que le ciel ne va pas tomber sur la tête des Bordelais. S'ils s'inclinent contre l'OM, ça fera beaucoup de bruit. Mais une semaine après, tu vois, on passera à autre chose. Donc, je pense qu'il faudra y venir un jour. J'ai pas envie que ça arrive parce que je trouve que c'est une belle série et qu'il y a des histoires et tout. Mais maintenant, si vraiment ça handicape de plus en plus l'état d'esprit des joueurs, c'est sûr qu'il faut tourner la page. Ouais. Ah bah il y a un mot que tu as prononcé en début d'émission et qui a retenu mon attention. C'est tu as dit c'est un poids presque. Cette invincibilité. Finalement, ce serait peut-être
presque un mal pour un bien qu'elle tombe et qu'on puisse passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Maintenant, je te dis que ça peut être un poids parce que j'ai l'impression, tu vois, les Vannes, Bordeaux, ils ont un match sur un calendrier, et tout le reste, c'est des vacances. Malheureusement, on l'a vu sur sa dernière saison, Bordeaux joue de plus en plus le maintien, donc c'est pas de tout repos. Mais Bordeaux n'a pas l'état d'esprit, tu vois, pour jouer le maintien. C'est que les gens sont pas programmés là-bas pour être en mission commando et tout. Donc le match contre Marseille, ouais, on en a déjà parlé au cours de cette émission et c'était intéressant de se dire que ça sert un peu à remobiliser les troupes, peut-être un peu, voilà, une Madeleine de Proust, se rappeler de ce qu'était Bordeaux à une grande époque et cette rivalité contre Marseille en fait partie. Mais maintenant, moi, je pense que pour avancer, il faut réussir à s'en détacher. C'est regrettable, tu vois, en tant que supporter, dire ça et d'être conscient que voilà, tu as presque envie que cette série s'arrête pour qu'on puisse enfin passer à autre chose parce que j'ai le sentiment que ouais, certains esprits sont accaparés, sont focus sur ça alors qu'il reste 37 autres journées et que Bordeaux a tendance à passer au travers après ce rendez-vous contre l'OM. D'ailleurs, finalement, c'est dans les plus belles périodes bordelaises que l'OM est passé peut-être le plus proche de les battre. Hein. Là, j'ai le souvenir de l'année où vous êtes champion. Je crois qu'il y a un partout et l'OM ouvre le score. Et Ouais. finalement, c'est presque plus là qu'il fallait la chercher que maintenant où, comme tu le dis, l'équipe est plus faible et peut-être qu'il se raccroche beaucoup à ça et c'est un peu plus compliqué. Vous, les gars, en tant que Marseillais, je sais pas comment vous le prenez, mais est-ce que vous avez envie de savoir ce que fait une victoire à Bordeaux, les gars? Parce que nous, on n'a jamais vécu ça. Hein. On n'a jamais vécu ça. Déjà, je viens de voir qu'il y avait une émission, donc je suis très content d'être là. Oui, toi, tout à l'heure, on était. C'est incroyable, c'est vrai ça. Non, mais bref, j'ai pas. Luis Enrique cette saison. Écoutez, pour faire un rapide débrief de tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, moi j'en ai rien à foutre qu'il y ait 25 absents, je veux gagner cette année. Le match qui m'a fait le plus mal, le but d'Anthony Modeste et le but de Pierre Ducasse au Vélodrome, comme ça s'est fait. Et le fait que les deux clubs se soient toujours roue contre roue à la fin des années 2000, comme a dit Adrien, dans les années Blanc-Guéretz, Blanc-Deschamps, ça a vraiment été le pic de cette rivalité. Et sinon, c'était quoi la question, monsieur? C'était finalement, est-ce que tu attends aussi après, la question elle est un peu rhétorique, c'est pour lancer sur le débat. Qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce que ça fait d'avoir une victoire, ça. Écoute, je suis comme un puceau là, donc j'attends de savoir. Ouais, mais c'est ça. Rappelez-vous la bande. Tu vois, je me suis fait plein de films, j'ai imaginé plein de sensations, maintenant je demande plus qu'à la vivre. C'est quand c'est les Ultramarines, je crois, qui avaient déployé cette banderole quand vous avez quitté le Chabandelmas. Ils avaient dit Marseillais a jamais pu sauter l'escure, un truc comme ça, je crois. Je savais pas qu'il l'avait fait, sinon j'aurais pas répété leur. Mais j'ai une anecdote. Moi, j'ai vu l'OM gagner à l'Escure. Et oui, un 8e de finale de Coupe de France contre Trélissac. Mais oui. Avec ce moment magique où l'ailier de Trélissac a mis la misère tout le match à Paulo Descheglie quand même. Ah, ça c'est normal. Moi, je mets la misère à Paulo Descheglie. Mais tu sais que le jour où on avait appris, je me rappelle de ce match où on avait appris qu'il allait se tenir à Chabandelmas, mais il y avait eu un vent de pessimisme chez les supporters de l'OM. On s'était tous dit, mais non, mais on est maudit là-bas, on va jamais passer, etc. Et oui, on avait gagné, c'est vrai qu'on avait gagné. Et il y a Soso, c'est intéressant ce qu'il dit dans le chat. Il nous dit après, mine de rien pour nous, alors il est supporter bordelais, Soso, hein, il dit mine de rien pour nous, ça fait déjà depuis 2008 qu'on n'a pas gagné chez vous. Un jour ça fait 5 ans, un jour 10, un jour 40. Allez, attention que ça s'inverse. C'est vrai, ce rythme-là, attention. En plus, 14 ans du coup. c'est pas la saison d'après où on gagne 1-0 avec un match où vous dominez de fou sur un but contre son camp de Chamac. Ouais, c'est ouais, c'est vrai que je crois que c'est la saison juste après. Bordeaux vient au Vélodrome, il domine, mais pendant 95 minutes. Mandanda sort un match irréel, et derrière, il bute sur un coup franc tout à fait anodin de Ziani. T'as Chamac qui envoie le ballon dans ses propres cages. Et derrière, on ferme. Un coup franc de Ziani n'est jamais anodin. Est-ce que ce serait pas le mot de la fin, les gars? Incroyable, pire émission. Le mot de la fin. Écoutez les gars, on a fait le tour. Merci beaucoup Adrien, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Ça a été sympa là, de se replonger dans ces petites histoires de rivalité, en espérant que le match, j'allais dire, se tienne vendredi. Alors, ça paraît quand même hautement improbable, mais espérons que le match se tienne avec une vraie équité sportive. Voilà. C'est ça. Et qui cette fois tombe du bon côté, enfin, s'il vous plaît. On en a marre là, c'est bon. Et en plus, Adrien, il a dit il faut que ça tombe, alors c'est bon. Allez, laissez le match, Adrien. J'ai juste une question pour la fin. Lequel des Bordelais va lécher la barre dans le métro pour être positif et être dans le règlement là, pour faire le match? Non, c'est bon, on peut conclure. Les gars,
Les gars, merci beaucoup. Adrien, merci encore. C'était super de t'avoir. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Soso, Azir, C'est déjà Ala. fini. Ah oui, bah il est 21h20. Hein. J'ai pas vu le temps passer. Toi, t'étais ailleurs, mais nous, on était là pendant ce temps. Hein. On faisait Ouais, le non, taf, mais en hein. plus, j'écoutais d'une oreille, mais j'écoutais. On remercie Azir qui nous dit encore une belle émission. Adrien, Azir, c'est sans option, Parle-nous d'Azir, moi j'aime bien parler d'Azir. Il est très très bien ce petit, il va aller loin. Adrien, on te retrouve dans qu'il le est plus podcast vieux que toi, en plus. formation, Parce que je crois du qu'Adrien, formation FC. Adrien, je crois qu'on a le même âge et je crois qu'Azir, du coup, est plus vieux que toi. Ah mais Azir, c'est le plus vieux de tous. Non, c'est toi le plus vieux de tous. Non. Azir, c'est la sagesse. Moi, Oui, de ce point de vue-là, oui, bien sûr. J'ai trop de blagues qui passent dans ma tête, s'il vous plaît, concluons cette émission. Adrien, on te retrouve dans le podcast du Formation Football Club. N'hésitez pas à aller l'écouter, c'est vraiment Oui, du très c'est excellent. Oui, c'est du très bon travail. Allez, suivez-les sur Twitter. Suivez Adrien sur Twitter, @ciplolista. Toujours des bonnes petites vidéos. C'est très très cool de te suivre sur Twitter. D'ailleurs, j'avais une question sur ça. Comment tu fais pour pêcher les vidéos et avoir un aussi bon timing? Tu les as sur ton téléphone? Comment ça se passe? Envoie-lui un texto, il te racontera, parce que là, on est en train de fermer l'émission. Et toi, t'étais pas là. Toi, tu me parles pas. Laisse-le Non, répondre. il y a des signés, il y a des vidéos enregistrées, il y a des recherches rapides. On va dire que ça marche comme ça, un peu l'envers du décor. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. C'était vraiment super et merci pour la recommandation par rapport au podcast. Et puis, ça fait plaisir, tu vois, d'échanger comme ça entre personnes, même si on est d'autres clubs. Franchement, j'ai passé une très bonne heure en votre compagnie. Toujours un bah, plaisir. écoute, Mais par contre, Plaisir partagé, merci. tout le monde dit que c'est une très bonne émission, c'est celle où j'ai parlé le moins, donc je vais commencer à me remettre en question. Bizarre, comme dirait l'autre. Ça fait réfléchir, comme disait. Ça fait réfléchir. réfléchir. C'est qui l'autre, Amaïs? Je sais pas. Ça cite Eric Zemmour dans le podcast normal. Ah, mais ok. c'est toi qui as prononcé son nom. Allez, merci à tous les gars et nous on se retrouve Allez, la passez semaine bonne soirée, prochaine. Allez, bonne soirée. Salut. Salut, ciao, ciao. Salut. Bonne soirée.